Alors, je suis très, très heureuse de vous accueillir pour la première édition d'un rendez-vous Québec circulaire, un rendez-vous qu'on organise aujourd'hui avec Éco-entreprise Québec, qui est partenaire de la plateforme Québec circulaire. Alors, Québec circulaire, peut-être juste dire rapidement, certains d'entre vous sont moins familiers. Eh bien, c'est une plateforme qui souhaite accélérer la transition vers l'économie circulaire au Québec. Elle regroupe outils, initiatives, acteurs, actualités de l'économie circulaire d'ici et elle crée des conversations intéressantes comme celles qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, je vais très bientôt laisser nos deux intervenants débuter. Mais pour commencer, en fait, Maryse Vermette, qui est présidente directrice générale d'Éco-entreprise Québec, voulait dire quelques mots en amont de la conversation. Je vais passer une toute petite capsule vidéo qui la présente brièvement. Et puis, nous allons pouvoir lancer la discussion ensuite. Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous ce matin et surtout merci au CIRIEC pour l'organisation de cette conversation qui sera fort enrichissante avec Fabrice Pelletier. Fabrice, que nous avons rencontré en 2009 lors de l'organisation de notre colloque Produire et consommer autrement, auquel il était conférencier. Alors, ces différents ouvrages, ces projets et collaborations, ces messages inspirants sur les médias sociaux ont vraiment été, pour l'équipe de Éco-entreprise Québec, une source d'inspiration et en plus d'alimenter nos échanges sur l'éco-conception, la recyclabilité et ce, dans une perspective de circularité. Alors, cet événement ou side event présenté dans le cadre de l'édition canadienne du World Circular Economy Forum vous permettra d'en apprendre plus sur le monde de l'emballage, un univers qui, on va se le dire, est assez complexe, mais aussi fascinant. Alors, Geneviève et Fabrice prendront le temps de bien décortiquer les différents enjeux pour vous et de proposer des pistes de solutions, de réflexion qui vous amèneront à réfléchir sur le sujet. Alors, l'équipe de EEQ est là pour vous et votre entreprise si vous souhaitez entamer une démarche d'éco-conception. Je vous invite aussi à visiter notre portail sur l'éco-conception d'emballage au écoconception.eq.ca et à revoir notre série vidéo back-à-back. Alors, je termine en vous souhaitant un excellent webinaire et au plaisir. Alors voilà, merci d'être là. Bonne discussion. Merci, Émilie. Alors, bonjour tout le monde. Puis, vous comprenez, deux designers, pour ceux qui connaissent le monde du design, 30 minutes, c'est très court pour vous parler de tout ce qu'on aimerait vraiment vous partager aujourd'hui. Mais on a pris l'occasion, Fabrice et moi, de se dire, avec la publication du livre « La révolution de l'emballage », d'avoir cette conversation-là avec vous aujourd'hui. Puis, on verra si on en créera d'autres moments éventuellement par la suite. Donc, salut Fabrice, ça va bien? Bonjour Geneviève, bonjour, bonjour Québec, enfin, bonjour à vous tous. Alors, très contente que tu sois avec nous aujourd'hui, même si c'est en virtuel et en différé là, avec le décalage horaire. Je vais commencer tout de suite d'entrée de jeu. Tu as écrit là, ton livre « La révolution de l'emballage », mais c'est surtout aussi le fait que tu as une longue feuille de route comme designer avec ce qu'Émilie vient de dire précédemment. Tu peux-tu nous dire, dans toute ta carrière en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques qui a changé ou qu'est-ce qui n'a pas changé dans le monde de l'emballage? Alors, ce qui n'a pas changé, c'est la nécessité d'avoir des emballages, le besoin d'emballage, puisque c'est par ça qu'il faut commencer. C'est que l'emballage, il est fait pour contenir des produits. On a besoin de produits pour vivre, pour manger. On a besoin d'emballage. Dernièrement, d'ailleurs, on a vraiment eu besoin de beaucoup d'emballage pour se faire vacciner. Mais ce qui change réellement, c'est qu'effectivement, il y a peut-être
puisque bon, voilà, j'ai quelques cheveux blancs, donc j'y suis depuis un petit moment. Donc on va dire, il y a une vingtaine d'années, on commençait à parler de ça, mais il n'y avait pas de prise en compte réelle des choses. L'emballage, bon, petit à petit, on a pris conscience que c'était un déchet et qu'il fallait traiter le déchet. Mais voilà, il n'y avait pas de grands mouvements. C'était un mouvement qui allait tout doucement et je faisais beaucoup de conférences. D'ailleurs, Maris parlait de la conférence de 2007. C'est à 2009. l'époque 2009, voilà. J'ai écrit mon premier livre, Éco-design, chemin vertueux, en 2007, donc 2 ans avant cette conférence. Et où tout ça était annoncé, mais il n'y avait pas encore de réel changement. Et en tout cas, nous, en Europe, là où ça change énormément, je veux dire, c'est à partir de 2018 où là, ce n'est plus, on n'a plus le choix de ne pas changer puisqu'il y a des lois qui arrivent. Et là, les metteurs sur le marché, les industriels se rendent compte que la récréation est terminée et que là, maintenant, il faut vraiment agir parce que ça va coûter cher ou soit ils ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient hier, demain. Et ce qui est en train de changer réellement, c'est qu'aujourd'hui, les industriels européens se posent plus la question de savoir dans quoi ils vont emballer leurs produits demain que quels produits ils vont vendre demain, quels nouveaux produits ils vont vendre demain. Donc, on met beaucoup l'emphase sur l'emballage, là, si je comprends bien. Et voilà, et ça, c'est un réel changement que j'avais annoncé dès 2018 avec un petit bouquin qui s'appelle L'emballage à l'aube de sa révolution, que vous pouvez encore revoir, qui est très, très clair, où on explique clairement pourquoi les choses vont changer dans le monde de l'emballage. Puisqu'en fait, c'est pas, j'ai presque envie de dire que c'est même pas l'emballage qui change, c'est la société qui change. Vous allez voir dans le fil de nos discussions, on va parler du changement de l'emballage, mais aussi l'emballage n'existe pas s'il n'y a pas un produit à mettre dedans, si on ne fait pas de commerce. Et le commerce, il est aussi tellement en train de changer qu'il y a une obligation. Aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un système. C'est la fin d'un système et il va falloir créer des nouveaux systèmes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Puis, ben, justement, tu parles du petit livre que j'ai lu aussi, là, celui qui était à l'aube de la Révolution. Puis, on avait fait la promotion et c'est un livre, j'ai des post-it partout. Tu as écrit l'année dernière l'emballage à l'aube de la Révolution. Et je note aussi que c'est écrit première période. Donc, je comprends qu'il y aura peut-être une suite, mais pour toi, c'est quoi la Révolution? Puis c'est quoi un bon emballage? Alors, je vais essayer de répondre aux deux. Oui, première période, puisqu'en fait, j'ai déjà toute révolution a des périodes. Donc là, pour l'instant, on est effectivement… Alors moi, je suis français, donc je sais à peu près ce qu'est une révolution parce qu'on aime les révolutions en France. Et en fait, on se rend compte que toute révolution a première période. Donc là, on est dans la première période que je qualifie de la période de la terreur. Vous savez, c'est le début de la révolution où il y a les gens qui crient plus fort et qui disent « moi, j'ai la bonne solution, c'est moi qui vais réinventer le monde ». Là, on est en train d'arriver à la fin de cette période et là, on est en train d'expérimenter des nouveaux modèles. C'est-à-dire que la révolution, elle t'amène à de nouveaux types de modèles d'emballage, nouveaux types de modèles de commercialisation. Et puis après, on va arriver petit à petit à un nouveau monde que j'évalue à peu près à 2040. Donc, on va voir entre 2030 et 2040, c'est vraiment un nouveau modèle qui va arriver. Donc ça, c'est pour la première question. Après, tu me demandes qu'est-ce qu'un emballage idéal. Et je dis qu'il n'y a pas d'emballage idéal. Il y a des emballages moins pires que d'autres. Alors, je ne dirais pas ce que disent beaucoup de gens, c'est que le meilleur emballage est l'emballage qui n'existe pas, sauf que ce que j'ai dit tout à l'heure, je le redis, sans emballage, pas de chocolat, sans emballage, pas de vaccin. D'ailleurs, ce qui est très, très significatif, c'est qu'en même temps que les lois en France, il y a eu la Covid qui est arrivée et que le Premier ministre français à l'Assemblée nationale a dit aux députés, alors qu'on interdisait des emballages, que finalement l'emballage était un secteur stratégique pour notre pays et qu'il fallait absolument
que l'industrie de l'emballage puisse continuer à travailler pendant la Covid, de manière à pouvoir alimenter à la fois les marchés, etc. Donc, par rapport à ça, on a besoin de l'emballage et le meilleur emballage, enfin l'emballage idéal, j'appelle pas ça de l'emballage idéal, j'appelle ça le juste emballage. C'est-à-dire que c'est un emballage qui doit avoir les justes fonctionnalités essentielles, la juste protection et puis les justes fonctionnalités optionnelles. L'emballage, je dis toujours, c'est un peu l'inverse de l'obsolescence programmée, l'emballage. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre dans des emballages des produits à obsolescence programmée, dans un emballage qu'une obsolescence totalement déprogrammée parce qu'il peut durer 1000 ans. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre dans des emballages, par exemple, des produits qu'on va conserver une demi-heure à 2 heures, par exemple dans un fast-food. On sait que McDonald's, par exemple, les fast-food, au bout de 2 heures, les salades, ils les jettent quand elles ne sont pas vendues. Mais on les met dans des contenants en plastique qui permettent de les conserver peut-être 30 jours. C'est complètement stupide. Et donc, le bon emballage, c'est d'arriver à vraiment mettre toutes les bonnes fonctionnalités, et il y en a beaucoup dans tout un cycle de vie, et c'est de bien prendre le cycle de vie de l'emballage et d'avoir ces bonnes fonctionnalités, cette bonne quantité de matériaux, cette bonne qualité de matériaux, avec deux postulats. Le premier, c'est effectivement de réduction de matériaux, et le deuxième, c'est que 100% des emballages que nous mettons sur le marché doivent être 100% recyclables, puisque l'emballage ne peut être un déchet ultime, ne doit plus être un déchet ultime, et il doit être recyclable. Et une nouvelle, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais une nouvelle exigence qui est en train d'arriver très très fortement en Europe, c'est que l'emballage ne doit pas être à usage unique, il doit se transformer à usage multiple, donc être réutilisable et réemployable, mais dans tous les cas, recyclable. Ça doit être de la ressource qui tourne en boucle. Mais c'est ça, en fait. Ce que je comprends, Fabrice, dans ce que tu dis, c'est d'abord, il y a plusieurs échelles. Il y a le couple emballage-produit, il y a l'entreprise qui réfléchit à son modèle d'affaires et à sa mise en marché, mais il y a le système dans tout ça. Donc, la façon de concevoir, la façon de consommer et la façon de gérer en fin de vie utile les emballages qui vont être là à usage unique, même si on tend vers du réutilisable. Donc, il y a les échelles, il y a la synchronisation entre ces échelles-là, mais au bout du compte, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de vaccin s'il n'y a pas d'emballage. Donc, l'emballage, il a une fonction, il en a même plusieurs, mais au bout du compte, un emballage, c'est un matériau qui est mis en forme. Donc, est-ce que l'enjeu, c'est de bien réfléchir sur le choix des matériaux pour être capable de bien les recycler et les gérer en fin de vie utile? C'est-tu un des gros défis qui tourne autour de la question de l'emballage et même de l'économie circulaire de l'emballage? Alors, c'est effectivement une question de matériaux, c'est-à-dire d'avoir un matériau qui va assurer toutes les fonctionnalités de l'emballage. Il faut aussi remettre, on dit, les choses à la place, au centre du village. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je ne parle que de couple contenant-contenu. Je dis souvent, l'emballage n'existe pas. Ça n'existe pas, l'emballage. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève le matin en se disant, tiens, je veux fabriquer un emballage. Non, on se lève le matin en disant, j'ai un produit à emballer et je fabrique un emballage pour emballer ce produit. Ça, c'est la première chose à bien penser. La deuxième chose à bien penser, c'est que dans la plupart des cas, l'impact environnemental de l'emballage est pas grand-chose par rapport à l'impact environnemental de ce qu'on met à l'intérieur de l'emballage. L'emballage, il est là pour protéger quelque chose qui est beaucoup plus, entre guillemets, précieux que l'emballage en lui-même et qui aurait beaucoup plus de problématiques environnementales si on le perd. Et après, l'emballage doit effectivement, la manière dont il est conçu, et j'appelle ça de la recycloconception ou de la réutilisation-conception, l'emballage doit être conçu pour qu'on puisse gérer de façon facile sa fin de vie, soit pour qu'il redevienne de la matière pour refaire un emballage ou autre chose, peu importe, de toute façon, en tout cas, c'est
l'emballage est de la matière première en devenir, donc il faut penser à son devenir, il faut penser à tout le cycle de vie et bien se dire que dans le cycle de vie de l'emballage, on inclut sa deuxième vie. C'est La deuxième, la prochaine sa vie et les future suivantes. et ses prochaines vies. Et qui peuvent être soit du recyclage, dans tous les cas de toute façon du recyclage, ou du réemploi, ou de la réutilisation. Mais si vous ne mettez pas ça au départ dans la conception de votre emballage, si vous ne le mettez pas dans la méthodologie de conception, c'est exactement comme si vous ne mettiez pas, ben, mon emballage, il doit être facile à ouvrir. Mon emballage, il doit bien protéger ce qu'il contient, ou mon emballage, il doit faciliter ma palettisation, il doit faire un bon plan de palettisation, ou mon emballage, il doit bien être présenté dans les rayons des magasins. En fait, c'est un ensemble de fonctionnalités qu'il faut que l'on puisse définir au départ par rapport à plusieurs paramètres. Moi, ça fait 25 ans que dans ma rubrique emballage magazine, j'explique aux gens que l'emballage, alors je parlais de l'emballage harmonieux, mais c'est un peu le juste emballage, mais j'emploie toujours dans mes articles l'emballage harmonieux. Il a 4 cycles de vie, un emballage. Son premier cycle de vie, c'est chez les industriels. Un emballage, c'est d'abord fait pour bien mettre le produit à l'intérieur, le protéger, etc. Donc, il doit répondre à tout le cycle industriel, bien être convoyé, bien être palettisé. Après, l'emballage, c'est un élément logistique, il doit faciliter la logistique pour aller de chez l'industriel à son réseau de distribution. Peu importe le réseau de distribution, ça peut être un réseau de distribution de commerce traditionnel dans un magasin ou de e-commerce dans un entrepôt, dans un petit ou un grand magasin, peu importe, mais il doit arriver là de manière intègre, facile, ne pas abîmer le produit. Et puis après, ben, vous avez l'arrivée de l'emballage chez le consommateur. Et chez le consommateur, il peut soit arriver par être livré chez le consommateur, ou le consommateur peut aller le chercher dans des rayons. Mais dans tous les cas, le consommateur, avec ses petites mains, ou la consommatrice, va l'ouvrir, le refermer, le vider, etc. Il doit y remplir des fonctions. Et à la fin, moi, ça fait depuis les années 90 que je dis que jeter est le geste ultime de la consommation. Ça fait partie de la consommation. Et aujourd'hui, en tout cas chez nous, c'est très clairement l'acte de jeter un emballage fait partie de l'acte de consommer un produit. Plus personne ne peut ignorer ça. Pourquoi? Parce que ça génère un certain nombre de frustrations, ça génère un certain nombre de doutes, et on veut que les emballages soient recyclés. Pour un Européen, un bon emballage, et ce qu'on disait, qu'est-ce qu'un emballage idéal? Toutes les études le montrent, et il n'y a même plus besoin de faire des études pour le montrer, parce qu'on est arrivé à des scores d'élections de républiques bananières. Je dis c'est des 99%, donc c'est même plus c'est même plus des scores. Un bon emballage pour un consommateur, c'est un emballage 100% recyclable. On ne peut pas, depuis 20 ans, lui demander de faire le geste et puis après de ne pas faire le boulot derrière. Si je me mets à la place des gens en ce moment qui nous écoutent, parce que c'est des conversations qu'on a eues souvent, on parle beaucoup en ce moment de l'emballage à usage unique, puis on va y arriver là, à la réglementation en France et qu'est-ce que ça amène, parce que je veux qu'on en parle. Mais avant toute chose, quand on parle d'économie circulaire et de cette révolution que tu abordes dans ton ouvrage, c'est quoi la question de l'emballage à usage unique versus celui qui est un emballage, la question du vrac ou la question de l'emballage à remplissage multiple ou réemployable? Souvent, les gens, quand on tend vers ces approches-là, on perd un peu de vue la question de la fin de vie. Donc, est-ce que pour toi, un emballage, même s'il dure longtemps, même si je peux l'utiliser pendant 10 ans, on doit quand même réfléchir à sa fin de vie, à ce matériau-là? De toute façon, Geneviève, c'est inscrit dans la loi française, c'est-à-dire qu'on doit développer les emballages réemployables, et je vais faire la différence entre le réemploi et la réutilisation pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs. Mais in fine, ils doivent être toujours recyclables. Alors, l'usage unique, aujourd'hui, doit être réservé aux produits quand il est indispensable et nécessaire.
posons-nous la question, et je peux vous donner plein d'exemples, et j'en donnerai dans mon prochain bouquin, mais plein d'exemples. L'usage unique aujourd'hui est employé de manière systématique alors qu'on ne devrait pas l'employer de manière systématique. Pourquoi, si vous voulez, et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça en Europe? C'est parce que l'allègement des emballages, finalement, a conduit à quoi? Certes, à alléger le volume des emballages qu'on mettait sur le marché, mais ça n'a pas du tout allégé la quantité. La quantité, elle a grimpé d'une façon exponentielle. Et qui plus est, elle a grimpé d'une façon exponentielle avec des emballages allégés qu'on ne pouvait même plus recycler. Tellement allégés, ils devenaient irrecyclables. Donc, on a dit stop, le gouvernement a dit stop, on arrête ça. Maintenant, on va regarder aussi bien le poids de l'emballage, mais la quantité des emballages que vous mettez sur le marché. Et on va vous demander de baisser cette quantité. La seule manière de baisser cette quantité, c'est d'aller faire de l'usage multiple, c'est-à-dire le réemploi. Quelle est la différence entre la réutilisation et le réemploi? La réutilisation, c'est ce que peut faire tout le monde. Avec une bouteille, on remet quelque chose dedans. C'est soit on fait de la réutilisation. Le réemploi, c'est un emballage qui va faire un circuit pour revenir chez un producteur pour être réutilisé à la même utilisation. Donc, on va mettre en place du réemploi parce qu'il y a besoin de réemploi. Et quand vous regardez, quand vous vous dites que dans les années, dans une vingtaine d'années, aujourd'hui, les ventes en e-commerce représentent 20% dans le monde des produits de grande consommation. Quand donc vous là, dites ça amène une nouvelle réflexion. Parce que ça amène une nouvelle réflexion. C'est un emballage qui vient chez les gens. Pourquoi il ne pourrait pas retourner d'où il vient? Avec une logistique reverse, comme ça existe pour certains circuits. Donc, ça amène cette réflexion. Et je vais faire l'autre réflexion. Donc, il va falloir de toute façon changer ça. Parce que n'oubliez pas que quand même l'emballage du e-commerce en 2040, les prévisionnistes, alors j'ai vu ce chiffre plusieurs fois, je me suis dit ils sont fous, mais c'est peut-être une réalité. 95% de ce qu'on achètera en produits de grande consommation sera fait par du e-commerce. Donc, et le e-commerce, c'est un emballage en plus. C'est un emballage d'expédition, c'est du suremballage. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et parlons du vrac maintenant. Le vrac, c'est intéressant parce qu'en fait, vous faites sortir l'emballage du cycle de vie du produit. Actuellement, ce qui est fait au niveau du vrac et la loi qui est en train de sortir, les lois qui sont en train de sortir, c'est qu'on autorise le consommateur à venir. On fait la différence entre un emballage et un contenant. Le contenant, c'est ton Tupperware, c'est c'est même un emballage réutilisé. Tupperware pour les Québécois, là. Oui, excusez-moi. Ou autre chose, si vous voulez, les boîtes qu'on a dans notre cuisine, ou même un emballage qu'on a récupéré, que tu as nettoyé chez toi, que tu ramènes pour mettre ton produit. Et donc, là, il y a un dégagement de responsabilité. Pour moi, un emballage, c'est un industriel qui fait un contrat avec un consommateur en disant, voilà, moi, je te mets ce produit là-dedans, je te garantis son intégrité, je te garantis sa DLUO, je te garantis tout, c'est mon contrat de confiance entre toi et moi. Avec le vrac, on est en train d'enlever ce contrat en disant le contrat de confiance, il va être l'industriel et le distributeur. Et après, le consommateur du vrac qui ne veut pas utiliser l'emballage va mettre ses produits dans son contenant, va les amener chez lui et va les réutiliser, lui, en boucle. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la révolution de l'emballage, oui, sur les produits de grande consommation que l'on connaît depuis les années, depuis que tu es né, et moi un petit peu avant toi, donc depuis les années 60, si tu veux, ces produits, on est en train de travailler dessus, mais la vraie révolution, la grande révolution, elle est aussi, et c'est ce que je vous disais, c'est une révolution de l'emballage, un modèle qui s'arrête, mais c'est aussi de créer des nouveaux modèles pour le e-commerce. C'est complètement insensé de penser que le e-commerce ou la vente à distance va continuer en étant majoritaire à vendre des produits qui ont été conçus pour mettre sur des rayons de magasins alors qu'ils n'y seront jamais. Non, mais effectivement, la relation avec le produit et l'emballage change complètement. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'amène le vrac aussi. Puis ce que j'entends, c'est le facteur humain parce que dans le fond,
le contrat dont tu nous parles avec le vrac, c'est que maintenant, le consommateur, le citoyen, a une part de responsabilité dans la salubrité de son contenant, les manipulations qu'il va en faire. Donc, il y a vraiment une transformation qui doit se faire sur le comportement, mais aussi sur la façon de mettre en marché le produit. Qu'est-ce qui se passe actuellement si on continue là-dessus? On parlait, tu mentionnais que depuis 2018, en France, il y a la loi sur l'économie circulaire, la loi qui va interdire beaucoup de produits à usage unique de courte vie, va pousser le vrac et tout ça. Pourquoi c'est si difficile de faire bouger l'industrie? Puis qu'est-ce qu'amène ces changements-là actuellement en France? Mais c'est normal et je comprends mes amis industriels avec qui je travaille depuis 40 ans. Je parlais de ces 4 cycles de vie. Si on prend ces 4 cycles de vie, le seul qui n'a pas de problème et le seul qui est content avec ce qu'il fait parce que ça fait 30-40 ans qu'il l'optimise, ça marche bien, ça roule, comme des montres suisses, ça marche très très bien, c'est l'industriel. L'industriel, en plus, c'est des coûts colossaux. Il a investi dans un outil industriel sur un système de vente et tout, ça marche pour lui, il n'a pas de problème. Tous les industriels qui m'écoutent, ils se disent, mais attends, nous on ne veut pas changer. Le consommateur, on l'a tellement titillé avec les déchets, etc., et le marketing et tout ça, que maintenant, le consommateur, il est persuadé qu'un bon emballage, c'est un emballage même on voit monter qu'un bon produit, c'est un produit sans emballage. Les consommateurs pensent qu'il ne faut pas d'emballage, alors qu'ils n'auraient pas de produit. Donc, en fait, ils achètent des produits emballés, mais ils voudraient qu'il n'y ait pas d'emballage. Et la loi change, la distribution change. Donc, vous avez d'abord la distribution qui est en train de changer, donc deuxième cycle de vie, le consommateur avec la loi qui est en train de changer et la poubelle qui est en train de changer. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que dans ces 4 phases de cycle de vie, il y en a 3 qui ne vont plus. L'industriel qui a optimisé, qui a son système, il est plus majoritaire dedans. Il est sommé de changer. S'il ne change pas, il va disparaître. Et là, il y a de plus en plus d'industriels, en tout cas que je côtoie, avec qui je travaille, avec qui je réfléchis, qui ont pris conscience un petit peu comme vous voyez, par exemple, si on prend la téléphonie, le leader mondial de la téléphonie, Nokia, qui était génial, il n'a pas compris que le téléphone, ça ne servait pas à téléphoner, qu'un téléphone, ça allait être un smartphone, que le monde, il avait changé. Eh bien, il a disparu. En 2 ans, il était leader mondial et il est leader de plus rien du tout. Kodak, pareil. Kodak n'a pas fait sa transition suffisante sur le numérique, etc. Et Kodak a disparu. Ils essaient de ramer maintenant pour revenir. En fait, il y a un moment, il faut comprendre. C'est dur à comprendre pour les industriels et pour tout le monde, mais il faut comprendre que le monde est en train de changer. Moi, je dis très souvent que si un des leaders mondiaux, et je dirais le nom parce que je les aime beaucoup, je travaille avec eux, mais s'ils ne comprennent pas que ça change, ils vont disparaître au bout d'un moment parce que c'est pas l'emballage. Encore une fois, l'emballage, ça ne sert à rien. On fait des emballages par rapport à ce qu'on doit emballer, par rapport à un commerce, par rapport à des consommateurs, par rapport à une société. Et quand on lit l'emballage à l'aube de sa révolution, mon petit ouvrage que vous pouvez télécharger sur mon site, regardez-le, il y a 4 enjeux sociétaux. On dit, toutes les études que je lis depuis 20 ans, elles ont la même conclusion. Elles vous disent, l'emballage, c'est le reflet de notre société. Posez-vous alors la question, et c'est ce que je me suis posé en 2018, quelle sera la société en 2040? En 2040, notre société, ça sera une société de vieux, de très très vieux, qui vivront pas forcément dans des hôpitaux, mais chez eux. Ça sera une société dans laquelle il y aura les matériaux avec lesquels on fait de l'emballage aujourd'hui, on ne pourra plus les utiliser. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra encore utiliser du pétrole pour faire des emballages? Est-ce qu'on pourra encore utiliser de la silice pour faire des emballages en verre? Tout le monde pense que c'est éternel. Ben non. Le minerai de fer, c'est pas éternel. Donc, c'est la même chose même pour les ressources renouvelables. On a tellement d'informations actuellement dans le monde que même pour le bois, il faut se poser des questions. Toutes les ressources que, en fait, on vivra sous l'intelligence artificielle.
Et on aurait une mobilité complètement changée. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de me dire, en 2040, si je comprends la vie en 2040, enfin, j'essaie de la comprendre parce que je ne la vivrai pas, je ne serai plus là, mais toi, tu la vivras certainement, mais elle sera complètement différente. Elle sera complètement différente, donc forcément, l'emballage devra s'adapter. Et là, on est vraiment dans cette période charnière où le commerce va complètement se transformer, où les pratiques vont complètement transformer, et l'emballage, c'est rien du tout. Là, il va juste devoir s'adapter à ça. Mais Et c'est Fabrice, ça qui est en train de se passer. tu parles depuis tout à l'heure que vous avez des lois qui ont été votées, adoptées, qui sont en train d'être mises en place chez vous. Il y a des changements qui sont en cours, dont on va parler un petit peu à la fin. Mais quand on parle de cadre réglementaire et de politique, ça peut faire peur. Ah non, je ne veux pas venir me faire imposer, je ne veux pas qu'on vienne regarder si j'ai de la mousse dans mon nombril, etc., etc. Qu'est-ce que ça amène quand même d'intéressant chez vous, cette arrivée? Parce que toi, tu accompagnes des industriels depuis longtemps, tu as eu ton agence, tu as fait des emballages, tu as écrit, tu essaies d'amener les gens à changer. Pardon? Et j'accompagne les politiques, puisque la préface de mon livre a été écrite par Brune Poirson, c'est-à-dire la ministre qui a fait cette loi et le ministre qui a installé en 1992 la REP, c'est-à-dire le recyclage en France, l'éco-emballage, c'est-à-dire votre… Donc, oui, pourquoi? Mais pourquoi? C'est tout simple, c'est que des engagements ont été pris par les industriels et ces engagements n'ont pas été suivis d'effet. C'est-à-dire qu'en fait, on n'atteint pas, il n'y a pas les résultats. Donc, quand il n'y a pas les résultats, que tu as fixé toutes les règles, etc., à un moment, tu dis, bah, c'est vraisemblablement que la règle n'est pas bonne. Par exemple, la règle de l'allègement, je disais l'allègement sur le tonnage de l'emballage, ben, on est en train de se rendre compte que c'était stupide, que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Parce que certes, pour une bonne raison, je vais te dire, et je vais dire pour une bonne raison, et je vais vous le montrer, les emballages ont été plus réduits entre 1970 et 1997, c'est-à-dire le moment où tous les décrets en Europe ont été mis sur l'allègement, qu'entre 1997 et aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y a pas un industriel qui a intérêt à faire des emballages pas allégés. C'est économiquement intéressant, si vous voulez. Mais le problème de l'allègement, on l'a tellement bien fait, ce que je disais, c'est que ça a massacré le recyclage. Ça ne nous permet pas d'atteindre les recyclages, puisqu'en fait, on a mis des complexes inrecyclables sur le marché. Certes, des emballages, on disait, ils sont 70%, 80%. J'ai même vu des 90% moins d'emballages, sauf que ces 90% moins d'emballages n'étaient pas recyclables. Non, parce que là, on se ramasse avec des emballages où on a des amalgames de matériaux, des laminations, puis on ne sait pas trop quoi en faire. Aujourd'hui, la loi, elle te dit quoi? En France, elle te dit que en Europe, que ces emballages en 2030 seront interdits. On n'aura plus le droit de mettre des emballages sur le marché en 2030 non recyclables. Donc, il faut aller vers des monomatériaux, il faut aller vers des monocomposés. Donc, il faut revoir la conception des emballages. Et puis, comme on veut aussi diminuer le nombre d'emballages sur le marché, il faut aller vers des emballages réemployables. Donc, voilà, les règles sont en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au bout du bout. C'est ce que je disais, on est arrivé au bout. Et on est tellement au bout qu'on est en train de se rendre compte, et même avec l'explosion du e-commerce et la Covid, on est en train de multiplier le nombre d'emballages. Et donc là, il y a eu une signature cet été entre les acteurs du e-commerce. Il n'y en a qu'un qui n'a pas signé, c'est Amazon. Hein, bon, il était occupé à monter dans l'espace. Mais il n'a pas signé, mais en tout cas, tous les autres ont signé de travailler sur de la réduction d'emballage sur le e-commerce, de travailler sur du réemploi. Et ben, c'est un mouvement qui va se faire. Donc, alors peut-être que les Européens, ils aiment les lois, et je ne sais pas, mais ça oblige en tout cas les metteurs sur le marché à avancer. Là, je comprends, Émilie, qu'on arrive un peu vers la fin de notre conversation. Puis là, ce que j'aurais aimé montrer, c'est un des exemples de projets sur lesquels tu as travaillé, Fabrice, qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui est en train de prendre place au Québec, mais on n'est pas rendu, en tout cas, à ce que tu fais, c'est-à-dire la question des emballages complexes comme les briques alimentaires, ce qu'on appelle les contenants septiques ou les multicouches, donc ce qui sert à emballer du lait, du jus, des bouillons, souvent des liquides. En France, bon, on n'a pas la même
le même territoire et la même densité populaire, mais ce que vous appelez la brique alimentaire, chez vous, vous avez depuis longtemps là, trouvé des façons de gérer cet emballage-là qui est très intéressant du point de vue de son analyse de cycle de vie, mais qui pose des défis pour sa gestion en fin de vie parce qu'on a un mélange d'aluminium, de polyéthylène et de fibres. Donc, j'aimerais que tu m'en parles. Là, on a mis à l'écran, justement, à droite, un peu d'explications sur le polyal. J'ai vu effectivement même passer un petit peu les questions en t'écoutant et les gens se posent des questions sur les barrières et effectivement, parce que c'est le rôle de l'emballage. Et les complexes, oui, les complexes sont un vrai problème. C'est-à-dire que la loi va aussi, il faut bien comprendre qu'on on va aussi essayer d'évaluer le recyclage par rapport à ce qu'on recycle réellement. Donc le problème du complexe, c'est que en recyclage mécanique, ce n'est pas recyclable, ça le sera peut-être en recyclage chimique, mais bon, on est en train de travailler là-dessus. Ce qu'on fait effectivement, ce que vous voyez ici, c'est le polyal, c'est qu'il y a quand on met la brique alimentaire ou un certain nombre de complexes dans des pulpeurs, on récupère d'un côté la fibre et de l'autre côté, on a un déchet qui est un petit peu d'aluminium, qui est beaucoup de plastique, du polyéthylène, des fois du polypropylène, hein, parce qu'il y a aussi les bouchons. Donc, c'est un mélange de plastique. On est en train aussi d'essayer de voir comment on peut recycler différemment. Alors, c'est aussi intéressant dans mon livre La révolution de l'emballage. Je dis que la révolution de l'emballage aussi, alors j'ai dit qu'elle passerait par la révolution du commerce, mais aussi qu'il y avait la révolution du commerce, mais aussi elle passera par la révolution du recyclage. Je parle beaucoup du recyclage. On a un recyclage aujourd'hui qui voudrait une économie circulaire, qui voudrait qu'une bouteille égale une bouteille. Moi, je ne suis pas tellement pour ça. Je pense qu'il y a aussi d'autres formes de recyclage qu'il va falloir aller vers. Je pense que c'est important que tu l'expliques, Fabrice, parce que les gens ne saisissent pas toujours pourquoi c'est difficile de penser en boucle fermée et c'est même des fois utopique de le faire. Je pense que quand on dit « rien ne se perd, rien ne se crée », tout se transforme. C'est un peu le leitmotiv derrière ça aussi. Oui, mais alors ça, c'est une phrase du chimiste français Antoine Lavoisier, Charles-Antoine Lavoisier, que je vous invite à aller revoir. Et simplement, quand Lavoisier dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », il n'a jamais dit que ça se transformait dans ce que c'était initialement. En chimie, quasiment rien se transforme en ce que c'était initialement. Ça se transforme en autre chose. Et c'est de le transformer en autre chose utile. Donc, il y a deux manières de recycler. Il y aurait deux grandes manières de recycler. La première manière qu'on fait aujourd'hui, c'est du recyclage mécanique. On sait très bien qu'en recyclage mécanique, il y a de la perte. On sait très bien que certains matériaux plastiques peuvent être contaminés par ce qu'ils contenaient par le recyclage mécanique. C'est pour ça que du papier et carton n'est pas contact alimentaire. C'est pour ça que du polyéthylène n'est pas contact alimentaire en recyclé, parce qu'il reste des choses à l'intérieur. Vous avez le recyclage chimique qui est un rêve, qui est de dire, à la limite, on met tout ça dans une espèce de cuve et ça va nous refaire du pétrole, enfin du naphte, et le problème est réglé. Et puis, vous avez un autre recyclage aussi, qui est le recyclage que je fais avec le polyal, qui est de mélanger ça et de refabriquer un matériau avec des coproduits. J'appelle ça des coproduits. Comme on voit aussi déjà des composites avec des déchets de blé, des déchets de coquilles d'huîtres, des déchets c'est d'amalgamer les choses et de créer d'autres matériaux qui vont servir à faire autre chose. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je pense qu'il va aussi falloir se poser très, très sérieusement la question de différentes manières de recycler. Et c'est ce que j'appelle la recyclo-conception. Recycler, dans un laboratoire, on peut tout recycler. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vous disent que… Mais dans la vraie vie, on ne l'a pas dit, mais je m'occupe des déchets. Je suis élu dans mon village et je m'occupe des déchets. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Dans la vraie vie, on perd des déchets parce que des fois, il y a des coups de vent, donc ça s'envole. Dans le recyclage, on perd des déchets. On ne peut pas tout recycler comme on le fait. Et donc, il y a d'autres aussi formes de recyclage qu'il va falloir investiguer. Donc, dans la révolution, c'est pas la révolution industrielle, mais elle va aboutir à ça, c'est la révolution du commerce, la révolution du recyclage, la révolution de l'emballage, parce que
on est dans un monde qui est en train de changer, sur lequel on voudrait, comme on n'a plus de ressources et on ne va plus pouvoir creuser indéfiniment pour aller chercher les ressources, eh bien, il va falloir faire de l'ensemble de nos déchets des ressources. Et pour faire de l'ensemble de nos déchets des ressources, j'appelle à faire ce que j'appelle de la recycloconception. C'est plus que de l'éco-conception, c'est d'essayer de concevoir des choses en systématiquement par rapport aux matériaux, par rapport à la chose, en essayant de programmer certain de la gestion utile, de s'assurer de ne pas vies. créer un déchet. Voilà. Et que ça fasse et c'est ça des boucles. Alors, ça ne veut pas dire des boucles fermées, ça peut être des boucles beaucoup plus larges. La boucle fermée, c'est pas terrible chez l'être humain parce que ça fait du mariage consanguin et on sait ce que ça fait. Donc, en fait, on sait que le mariage consanguin, à un moment, on perd. Le recyclage, c'est aussi un peu comme ça. Si tu mets du recyclage, à chaque fois, la matière, elle est moins bonne. Je pense qu'un des exemples les plus beaux, c'est les papiers carton. Là. On va passer d'une feuille de papier blanc à une boîte de carton d'œuf. Donc, on voit vraiment tous les cycles à travers lesquels cette fibre qui se raccourcit peut avoir encore des applications. Je vois le temps qui file, puis je pense qu'on arrive à la fin. Je n'ai pas le temps de te poser toutes les questions que je voulais te poser. Par contre, je sais qu'il y a une suite à cette révolution-là parce qu'on dit que c'est la première phase, mais tu es en train de travailler sur quelque chose entre les deux et je pense que ça vaudrait la peine, Fabrice, que tu le mentionnes parce que ça va répondre à énormément de questions qui rentrent depuis tout à l'heure sur le vrac, le zéro déchet, la façon de consommer. Donc, je te laisse la parole. Alors, effectivement, vous avez compris qu'il va y avoir plusieurs révolutions d'emballage, mais donc j'ai fait, je ne sais pas, 25 conférences depuis la sortie du livre et les questions sont toujours un peu les mêmes et les gens ont besoin d'être accompagnés. Et comme j'ai une méthodologie d'accompagnement, j'ai créé un livre qui va sortir dans un mois qui s'appelle « L'emballage, ça ne sert à rien ». Donc, ça a le mérite d'être clair, sauf si c'est un juste emballage. Et c'est pourquoi et comment s'orienter, pourquoi et comment faire sa révolution de l'emballage. C'est-à-dire que ce livre explique l'intégralité des fonctionnalités de l'emballage, pourquoi on fait un emballage, mais comment il faut le faire. C'est-à-dire vous donne toutes les pistes et une méthodologie pour vous aider à vous orienter dans ce juste emballage qui soit un emballage soit à usage unique quand il est nécessaire et indispensable, un emballage à usage multiple, un emballage pour le e-commerce. Donc, dans le e-commerce, il y a 3 types d'emballage parce que je pense que l'emballage du e-commerce ne peut plus être on ne peut plus vendre dans du e-commerce des emballages qu'on vend dans de la grande distribution classique. Donc, l'emballage réemployable du e-commerce, c'est l'emballage d'expédition pour le e-commerce. Il y a tout un travail énorme à faire là-dedans pour la vente à distance. Et puis, j'ai aussi 3 scénarios pour le vrac, l'emballage, le juste emballage du vrac, parce qu'il faut arrêter de penser que les produits tombent du ciel. Hein. Non, il faut même dans le vrac, il faut les amener. Il pleut pas de la farine chez vous? Ah non. non. OK, j'étais certaine. Il pleut beaucoup d'eau actuellement, ça inonde un peu partout, mais il n'y a pas de farine dedans. Et donc, il y a aussi des scénarios, puisque le vrac peut être un vrac à usage unique, parce que le vrac, comme on le conçoit aujourd'hui, c'est des sacs de 10 kilos, mais il n'empêche que les sacs de 10 kilos sont des sacs à usage unique. Ils sont renversés dans les présentoirs. Il faut les verser et puis après, il faut les amener. Donc, peut y avoir aussi du vrac à usage unique parce qu'on voit de plus en plus des livraisons de trémies en carton toutes faites qui arrivent et finalement, c'est aussi une forme d'usage unique. Et puis, vous avez le vrac réemployable. Donc en fait, vous allez avoir toute une explication qui répond à plein de questions. Voilà, que je suis en train de le terminer. Je suis en train de le terminer. Je peux vous montrer la couverture. Attendez. Une primeur. Vous avez une primeur. On adore. Juste le visuel. On va en parler là, de ce livre-là. Le visuel, vous voyez, c'est un bocal avec un poisson qui sort du bocal. C'est juste pour vous dire qu'il faut être out of the box. C'est magnifique. Voilà.
mais que malgré tout, être out of the box quand on est un poisson et que finalement on était dans l'eau, c'est quand même assez risqué. Donc, c'est toute cette complexité de dire oui, il faut sortir de la boîte et on est obligé de sortir de la boîte, mais il y a plein de risques et il faut maîtriser les risques. Et j'ai pris ce visuel parce que je trouvais ça vraiment intéressant de se dire que ce pauvre poisson dans son bocal, c'est pas terrible, mais il faut le mettre où? Parce que si je ne le mets pas très rapidement là où il faut, il est mort, le poisson, comme le produit. Donc voilà, c'est pas simple, mais on va y arriver. Voilà. Ben ça, c'est Merci, inspirant, Fabrice. je pense. Ça close bien notre discussion. Honnêtement, tellement généreux comme explication. On a eu plein de questions, effectivement, mais en développant, vous avez répondu à plusieurs de ces questions-là, puis il va falloir se reparler. C'est ça qu'il faut se dire. On fera ce qu'on fera, on va regarder avec Geneviève toutes les questions et puis on s'échangera avec Geneviève de manière à pouvoir répondre à ces questions puisqu'il y a les noms et vous, voilà. Et puis, bah, vous pouvez juste, bah, si les gens, parce que j'en ai envoyé beaucoup à Québec de mes livres, mais ils peuvent le commander et je les enverrai directement. Voilà, ça arrive en quelques jours. Hein, c'est pas, Et je précise aussi que maintenant, ce livre-là, il est en anglais pour ceux qui le veulent en anglais. Puis franchement, Ah c'est oui, une mine d'or. On va reparler certainement du livre avec ton poisson prochainement et on pourra effectivement inviter les gens à venir vers nous. Puis on va effectivement vous revenir avec plus d'éléments de réponse à toutes ces belles questions. Je pense que c'est tout le temps qu'on avait, Émilie. Oui, c'est ça, on ne veut pas trop déborder. On a débordé un peu. Merci à tout le monde. Même une grande majorité des gens sont toujours connectés. Mais nous avions combien de personnes? on a eu 145 personnes tout à l'heure au plus haut. Puis, bon, il y a des gens qui n'ont pas arrivé à se connecter, qui ne sont pas arrivés à se connecter, fait que ça va être disponible en rediffusion éventuellement. On prolongera le plaisir comme ça. On se reparle très bientôt. Oui, puis on croise les doigts pour peut-être faire quelque chose en personne, un de ces quatre. J'en rêve. Je voudrais revenir. Ah oui, et À moi, bientôt, j'aimerais les pas amis voir. de Alors, à Québec. bientôt. À À bientôt. bientôt. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup.